Bon, comme certains le savent en ce moment, je suis en sèche. Je prépare une compétition de bodybuilding, mais ça se prépare pas au feeling, ça se prépare pas à l'instinct. Je traque toutes mes données, mes steps, mes séances, mes calories consommées, mes macronutriments, mon sommeil, ma variabilité de fréquence cardiaque. Et aujourd'hui, le but, c'est que je vous présente un peu ma méthode pour que vous puissiez essayer de reproduire ça chez vous. Je trouve que Garmin, c'est vraiment le top au niveau du suivi des datas. Alors aujourd'hui, je sais que c'est un peu la mode d'avoir des datas pour tout, mais Garmin centralise à peu près tout. Sur une même plateforme, je peux avoir mes nombres de pas, je peux avoir mes séances de sport que je fais, que ce soit du cardio, de la muscu, je peux avoir mon poids, mon suivi du poids, le suivi du sommeil, le suivi de ma variabilité de fréquence cardiaque. Et grâce à tous ces outils, je peux optimiser ma sèche, adapter ma dépense, mes apports caloriques, suivre l'avancée de la sèche et arriver à mes objectifs. Je pense qu'en bodybuilding, on n'utilise pas assez tous ces outils qui sont les montres connectées. On est beaucoup avec le téléphone, beaucoup à l'instinct et ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, vous avez des Garmin 955 pour les gens qui courent un peu, 255 pour ceux qui ont moins de budget. Moi, j'ai une Fenix 7 X Pro Saphir Solar. Je vous montrerai tous les produits. Et franchement, ça fait le taf. La durée de la batterie, je la charge une fois par semaine alors que je l'utilise vraiment tous les jours. Et là, du coup, je suis en train de marcher et elle traque mes steps. Donc, je me suis mis à lancer des activités de marche dès que je fais des marches de plus de 30 minutes, histoire d'avoir vraiment le plus de précision possible. Je l'utilise aussi pour traquer mon cardio. En ce moment, du coup, je fais deux séances de 45 minutes de vélo par semaine et 2 séances de 45 minutes de run par semaine, le tout à basse intensité. Ça sert à rien pour moi de monter à haute intensité jusqu'à Colmar. Le but, c'est de récupérer, d'activer mon système parasympathique, de mieux dormir. Et franchement, ça se voit depuis que j'ai commencé la sèche. Je dors beaucoup mieux, j'ai des scores de sommeil qui pètent le plafond et puis ma variabilité de fréquence cardiaque est au top. Du coup, je peux mettre l'intensité dans les séances de musculation. Donc au niveau de l'entraînement, je suis sur un split upper-lower. J'ai 4 séances par semaine. J'ai maintenu mes charges pour l'instant. Le premier upper, c'est celui que vous allez voir en vidéo par la suite. C'est orienté push, donc tout ce qui va être la poussée. Groupe musculaire, pectoraux, triceps, deltoïdes, épaules. Ensuite, j'ai un lower orienté squat, genou. Ensuite, j'ai un autre lower orienté hanche, hinge, chaîne postérieure. Et ensuite, j'ai un dernier upper orienté plutôt tirage, pull. Et avec ça, j'ai 4 séances de cardio pour l'instant, 2 de vélo, 2 de course à pied. J'en suis à 45 minutes de chaque, à basse intensité en zone 2. Et quand je dis zone 2, mon cœur en moyenne, il est à 125-130. Je monte jamais plus. Et c'est ce qui me permet de mettre l'intensité sur la muscu. Donc je vais vous commenter un petit peu la séance. À Barbell Union, je présente la meilleure salle. Vous allez voir que j'ai beaucoup de volume. J'ai longtemps été tiraillé entre l'intensité, le volume, la fréquence. Aujourd'hui, comme vous voyez, chaque groupe, je l'entraîne une fois dans la semaine. Donc j'ai peu de fréquence, par contre j'ai énormément de volume et j'ai quand même relativement de l'intensité. Donc on va pas faire les 3 en fait. Les 3 ça marche pas. Les 3 tu vas droit dans le mur, tu peux te blesser. C'est un triptyque, fréquence, intensité, volume. Et en fonction de la vie de chacun et des choix, tu mets plus l'accent sur 1 voire 2 modalités, mais tu peux pas en mettre sur les 3. Donc le premier exercice de la séance push upper, un développé incliné à la barre sur le banc Laroque. À la base, j'ai choisi cet exercice parce que le lundi soir à la salle, clairement, il n'y a aucun banc de développé couché de libre. Bon, faudrait tourner avec des gens, mais c'est pas mal de powerlifters, donc j'ai pas leur niveau. J'ai fait pas mal de développé couché halter et j'ai eu des gros gains. C'était suite à mon opération de l'épaule. Il fallait que j'égalise un petit peu la force des deux côtés. Mais voilà, du coup, je me bute au développé incliné à la barre. Là, j'ai réussi à faire des séries de 8 à 80 kg. On va peut-être monter la semaine prochaine. Le jour où j'arrive à faire des séries à 100 kg au développé incliné, vraiment, je serai content parce que c'est vraiment différent du développé couché à plat ou encore des haltères. Et c'est vraiment un secteur angulaire où je suis particulièrement faible et où mon pec n'est pas forcément développé. Le faisceau claviculaire, c'est pas mon point fort. Donc après avoir fait 4 séries au développé incliné, je passe au strict press, vraiment un mouvement que j'adore et que j'ai plus pu faire pendant longtemps à cause de mon opération. Je me suis fait opérer d'une butée, un latargé, donc je m'étais luxé 6 fois l'épaule. Il a fallu stabiliser tout ça, c'était un peu plus d'1 an. Donc là on enchaîne avec du strict press, 4 séries aussi à l'échec, allez RPE 9 quoi.
Deuxième tour, j'en fais même 8 à 50 kilos. C'est vraiment pas la charge qui m'importe, c'est la sensation, le ressenti. Ça travaille tellement le gainage par rapport à toutes les machines guidées. Donc quand je suis fatigué, bah, des fois je m'entraîne sur du guidé. Mais quand j'ai un peu la patate, là je suis en vacances. J'aime bien faire du strict press, c'est vraiment un mouvement que j'adore. Et comme vous voyez, je commence toujours par du polyarticulaire, sauf ma séance chaîne postérieure où je commence en analytique. Dernier mouvement polyarticulaire de la séance. Dips, lesté. Très content de relester mes dips. J'étais resté pendant un moment au poids du corps, le temps que je retrouve ma mobilité d'épaule après l'opération. Et là, donc, dernier exercice, donc forcément, c'est un petit peu moins lourd que si je commence par les dips. On part sur 3 séries de 10, lesté à 20 kilos. Par contre, j'insiste vraiment sur l'amplitude articulaire. Comme vous pouvez le voir, je descends vraiment tout en bas pour avoir un maximum de tension mécanique, d'étirement des fibres et donc de travail de mes grands pectoraux, de mes épaules, de mes triceps. Franchement, c'est quand même un exercice exceptionnel pour travailler tout le pattern de push. On a une bonne sensation dans les triceps, dans les pecs, dans les épaules. Attention à la mobilité quand même, si vous êtes raide, il faut faire attention sur ce mouvement. Voilà, donc on en finit sur les mouvements polyarticulaires. On va passer sur l'analytique avec un premier exercice, le pec deck. Le mouvement de mon angoisse quand j'étais instable des épaules avant de me faire opérer. J'ai vraiment jamais été fort sur ça parce qu'il y a un tel bras de levier, une telle amplitude et c'est vraiment la zone de fragilité où la tête humérale avait envie de sortir en avant. Donc là, je suis trop content de pouvoir recommencer ça. C'est pas mal pour isoler les pecs. J'ai plutôt un point fort pec, donc je sais pas, je mets pas une intensité folle dessus. C'est vraiment pour les ressentir parce que sur tout ce qui est poussé, je vais plus sentir mes triceps, mes épaules. Là, j'aime bien sortir mes pecs. Je vous la mets en accéléré parce que clairement, je fais 4 séries de 15. Ça n'a pas un grand intérêt à regarder. On essaie de faire la bonne petite pause en avant pour sentir la congestion. Il faudrait que j'arrive à rester même encore plus creux au niveau des omoplates. Mais voilà, c'est un des seuls exercices où j'arrive vraiment à sentir le milieu de mes pecs s'activer. J'ai essayé la poulie, c'est pas mal aussi, mais là, cette machine, elle est vraiment parfaite pour ma morphologie. J'ai des très grands bras. Je fais 1m93 d'envergure. Donc c'est pas si évident de sentir l'étirement des pecs. Enfin, j'essaie vraiment d'aller à l'échec sur celle-là pour vraiment sentir que ça brûle la fibre. Et après, il est temps de débâcher pour regarder un petit peu le pump, l'état du pump. Ça fait plaisir. On essaiera de faire un petit posing à la fin de la vidéo. Ouais, plutôt content. Avant d'enchaîner sur la suite. Petit biceps, cage. Et puis après, j'en ai profité pour faire arrière-épaule, vu qu'il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. J'ai enchaîné, normalement, je le fais plutôt sur mon jour du tirage. Donc hyper important, l'arrière-épaule, tant pour l'aspect esthétique que pour l'aspect stabilité, force de votre épaule. Il y a beaucoup de gens qui sont trop faibles de l'arrière de l'épaule. On parle de rotateur externe, infraépineux, petit rond. Et on oublie souvent le deltoïde postérieur, qui est quand même un peu comme le fessier de l'épaule, qui va servir à stabiliser l'épaule dans pas mal de mouvements dans votre sport, dans tout ce qui est, je pense aux nageurs, je pense aux lancers. Si vous n'avez pas un deltoïde post assez costaud, bah, c'est possible d'avoir des douleurs d'épaule. Donc cet exercice-là, il isole vraiment bien. On peut développer un max de force. On peut vraiment aller à l'échec. Et je me bute dessus aussi depuis l'opération. Et j'ai réussi à rééquilibrer mes ratios de force entre mes rotateurs internes, mes rotateurs externes. En partie grâce à cet exercice, j'en suis sûr. Oubliez pas l'arrière-épaule. On continue avec les élévations latérales. Alors après avoir fait du très lourd sur 10, puis 8, puis 6 reps, j'ai fait l'analyse morpho-anatomique avec Rudy Koya, le GOAT. Et on est d'accord sur le fait que les séries longues, pour vraiment rattraper un peu mon... C'est pas vraiment un retard épaule, mais c'est juste que j'ai les pecs qui sont tellement grands, vu que j'ai des grandes clavicules, que mes épaules paraissent petites. Et donc il faut que je spamme les épaules en séries longues, parce que j'ai vite tendance aussi à compenser avec les trapèzes. Donc là, pendant quelques semaines, on va partir sur des séries de 25. Aujourd'hui, j'ai fait 5 séries de 25. La semaine dernière, j'avais fait 4 séries de 25. Donc forcément, on adapte la charge, hein. Là, j'ai 6 kilos. Et même sur 6 kilos, je suis obligé de faire des petites pauses au bout de 15-20 reps. Parce que sinon, ça sature, quoi.
si je veux pas compenser en sautant ou en tirant avec les trapèzes. Mais voilà, je vous conseille d'essayer si vous avez jamais essayé les séries longues aux élévations latérales. On est souvent sur de l'ego lift. On a envie de mettre très très lourd. C'est bien. Mais quand on a un petit retard épaule, je pense que c'est bien de retourner au basique. Avant-dernier exercice, trop sous-côté, élévation antérieure. Alors j'alterne, des fois je fais à la barre, des fois je fais aux haltères, des fois je fais la EZ bar. Là aujourd'hui j'avais plus trop de temps, donc j'ai décidé de prendre la barre. Dur de pas trop compenser, mais il n'y a pas beaucoup d'exercices qui isolent autant le deltoïde antérieur. Si vous voulez essayer, si vous avez des douleurs de coude, peut-être en supination, vous allez avoir un peu de biceps, mais vous avez une espèce de congestion de l'avant de l'épaule très très agréable. En même temps, ça travaille le gainage, hein. Là, j'ai préféré le faire en prise pronation, histoire de pas avoir trop de biceps. Ah, ça brûle bien. Obligé de faire une petite pause pour finir. Et pour finir, mon seul exercice isolation triceps, 3 séries à l'échec. Je pars à 60 kg, puis je fais du drop set, je descends la charge, je fais le max de reps que je peux. De l'extension de coude overhead, j'insiste, pour avoir la longue torsion qui est bien étirée. Il faut mettre la poulie relativement basse, vous avez vu, je la mets à hauteur des hanches, de façon à ce que le câble soit dans l'axe des humérus. Sinon, ça marche moins bien. Là, on voit encore mieux sur cet axe-là. Réglez le câble de façon à ce qu'il soit parallèle à votre humérus, au centre articulaire du coude. Et comme ça, vous avez un étirement, une contraction tout au long du mouvement. Et là, quand vous êtes à l'échec, vous êtes à l'échec, hein. Ça crame. Il y en a qui aiment bien le faire à la barre ou aux haltères aussi. Super exercice. Pour moi, il n'y a pas mieux pour les triceps. Alors comment ça se présente Garmin Connect? En gros, vous avez les activités du jour en haut. Puis après, il vous fait plein de statistiques qui veulent un petit peu tout et rien dire pour certains. Moi, ce que je regarde principalement, c'est mon score de sommeil. Donc en premier, j'essaye vraiment de dormir mes 8 heures par nuit. Je sais qu'en dessous, c'est difficile. Au-dessus, quand j'ai une petite dette, j'en profite. J'essaie d'être vraiment le plus régulier possible. Vous pouvez voir là, j'essaie d'être tout le temps entre 75 et 100 de score de sommeil, le plus possible. Et même si on regarde à l'année, le plus possible, j'y suis, quoi. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé que la perte de gras et le sommeil sont corrélés. Plus vous dormez bien, plus vous activez votre système hormonal, plus vous récupérez, plus vous êtes prêt à enchaîner la charge d'entraînement et plus vous potentialisez votre perte de gras. Et donc votre score de sommeil, en fait, il essaye de trouver les différentes phases de sommeil, profond, paradoxal, léger, et puis l'éveil. Et le goal, c'est d'avoir un gros score de sommeil paradoxal et profond, et puis peu de léger et d'éveil. C'est pas parfait au niveau du tracé, mais ce qui compte, c'est d'essayer d'être reproductible et d'avoir toujours le même appareil. Et de ce fait, vous pouvez essayer de progresser sur cet appareil et donc vous progressez dans la vraie vie. Comment on fait pour essayer d'avoir un bon score de sommeil, pour potentialiser ça? C'est simple. Il n'y a pas de remède magique, ça s'entraîne. C'est comme la muscu, c'est comme la course à pied. Il faut s'entraîner à bien dormir. Pour ça, j'ai essayé de mettre des trucs en place. J'ai commencé à essayer de couper les écrans après 21h. Le téléphone, j'entends par écran, les réseaux sociaux, parce que ça nous excite beaucoup. Et ça empêche de s'endormir facilement. Déjà que moi, j'avais du mal à m'endormir. Ensuite, on peut essayer de lire. Moi, j'ai acheté une liseuse il y a quelques temps et je lis pour m'endormir. Je lis des pages, alors des fois je lis pendant 20 minutes et puis des fois je lis pendant 1 heure, mais c'est pas grave, j'accepte. Déjà ça me calme et ça me permet de mieux dormir derrière. Ensuite il faut essayer de se coucher tout le temps à la même heure. Il faut essayer d'avoir un certain temps entre son dernier repas et son coucher. Il faut essayer de dormir dans une pièce fraîche, sans lumière. Moi j'ai aussi pris l'option boule caisse dernièrement parce que j'ai des voisins un peu bruyants. Voilà, le but c'est d'essayer de dormir d'un sommeil continu et puis limiter aussi l'apport en eau juste avant le coucher parce que j'avais tendance à me lever pisser la nuit. Et c'est chiant, quoi. Il y a le train qui passe. La deuxième data que je regarde le plus, c'est ma variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, c'est une mesure qui, il y a quelques années, pouvait se faire que dans des centres spécifiques. La technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. Alors pareil, la fiabilité de la mesure, elle n'est pas parfaite. Mais quand vous avez un suivi sur le même appareil, ça permet au moins d'avoir une tendance. Okay ? Et ce que je regarde, c'est d'être toujours
dans mon verre, donc d'essayer d'avoir une variabilité de fréquence cardiaque qui est entre, là on voit 38-46. C'est quoi la variabilité de la fréquence cardiaque? En gros, quand votre montre ou votre fréquence cardiaque, vous pensez que vous êtes à 60 de pulse, en fait, vous n'êtes jamais vraiment à 60. Des fois, vous êtes à 55, des fois, vous êtes à 65, mais la moyenne fait que vous êtes à 60. Le cœur, il bat pas au même rythme toute la journée, toutes les minutes. En fait, il y a, même sur 10 secondes, vous pouvez avoir plusieurs battements, enfin une fréquence cardiaque qui est différente. C'est ça la variabilité de la fréquence cardiaque. Et en fait, plus votre variabilité de fréquence cardiaque va être haute, plus vous êtes adaptable. Et plus vous pouvez récupérer, plus vous êtes prêt à affronter la vie, l'entraînement, le stress. Si par contre, votre VFC, HRV en anglais, variabilité de fréquence cardiaque, est basse, plus elle est proche de 0 en gros, moins, par exemple pour l'exemple en question de 60, moins vous avez de variations autour du 60, et plus vous êtes à risque du surentraînement, de blessures, de maladies. Et ce qu'on peut voir, c'est que cet hiver, en décembre, j'étais vraiment dans le orange-rouge. Et qu'est-ce que je faisais par rapport à janvier? Mes séances de cardio, c'était plutôt de la haute intensité. C'est-à-dire que j'avais 2 séances par semaine de haute intensité. Et en fait, avec le stress de la muscu, je me suis rendu compte, et le stress de la vie, forcément, que ça faisait trop. Donc je suis parti en janvier en me disant, je vais faire que de la zone 2, vélo, course à pied. Et par magie, tout est remonté. Et là, le matin, je me réveille, je suis pas fatigué. J'ai la force et la motivation de donner tout sur les entraînements de muscu. Après, je fais mes petits cardio tranquilles en mettant un film et ça se passe trop bien. Donc surveillez ça. Quand on est dans le vert, ça vaut le coup de faire éventuellement une séance d'intensité. Si vous êtes dans le rouge-orange, faites de la basse intensité jusqu'à ce que ça remonte. Faites attention à votre sommeil. Ce que je disais, c'est que bien sûr, les chiffres pour la VFC sont variables d'un individu à un autre. Parce que par exemple, ma chérie, pour être dans le vert, il faut qu'elle soit à 70. Moi, je suis dans le vert à 45. C'est lié aussi à votre moyenne de VFC à l'année. L'autre métrique que je regarde, c'est les pas, les steps. Donc aujourd'hui, je suis à 8000, je suis allé à la salle à pied. Après, j'ai marché un petit peu entre mes séries, pardon. Et on voit que sur l'année, je suis à 16 500 pas de moyenne. Sur les 4 dernières semaines, 16 147. Le but, c'est d'être vraiment le plus régulier possible. Parce que quand tu es en sèche, tu as un équilibre vraiment fin entre tes apports caloriques et tes dépenses caloriques. Si tu veux varier certaines modalités, il faut que tout le reste ce soit fixe, stable. C'est pour ça que j'essaie de faire tout le temps pareil en nombre de pas, en muscu, en cardio, sauf quand je veux augmenter ma dépense, sauf quand je veux baisser mes apports, etc. Donc là, 16 000 pas. Moi, je sais que je fais 15 000 pas de moyenne, en gros, et je me fixe sur ça. Et oui, du coup, si j'ai pas fini mes pas, le soir, je sors mon tapis de marche devant la télé, et puis je fais mes pas, ou je vais faire un tour dehors. Et c'est comme ça, et c'est ok. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Pour certains, c'est difficile. En tout cas, il faut s'organiser, et ça passe bien. Enfin, la dernière métrique que je regarde, c'est mon poids. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai oublié de me peser. Mais j'ai une balance index slip connectée Garmin, juste parce que j'aime bien Garmin, mais on peut prendre n'importe quelle balance et rentrer manuellement son poids. Et en gros, je surveille mon poids. Et donc, comme je vous disais, je suis en sèche depuis fin décembre. Et là, on voit que le poids diminue tout doucement. Tac, 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 tac. La masse grasse, faut pas s'y fier. J'ai fait pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un DEXA-scan ensuite. À la fin de ma prise de masse, j'étais à 14,9% de masse grasse. Ma Garmin, ma balance, elle m'indiquait une masse grasse à ce moment-là à 17. Donc il y avait quand même 3 points d'écart. Alors l'avantage, c'est que tu peux rentrer ta masse grasse suite au DEXA-scan dans l'appareil. Et là, ça baisse un peu, 13,3. Je sais pas si une fois qu'elle est configurée, elle est bonne, parce que par exemple, sur ma masse musculaire, le chiffre, il n'est pas bon du tout. Sur le DEXA-scan, j'avais bien plus. Donc, à suivre. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé la sèche à 4200 kcal par jour. J'ai descendu mes calories petit à petit. Je vais vous montrer dans le chronomètre par la suite. Et à chaque fois que j'avais un plafond de plus de 4 jours, 5 jours, hop, je redescendais mes calories. Tac, ça remonte. Je redescends mes calories. Et là, en ce moment, du coup, je suis à 3400 kcal par jour. On voit que ça commence à remonter. Donc, je vais me peser demain matin et en fonction du poids sur la balance, si je suis à moins de 82, 7, 8, je continue comme ça. Si je suis à 82, 9 ou 83, je vais rebaisser mes calories à 3200 kcal par jour. Enfin, la dernière application absolument incroyable, c'est Chronometer. Pour traquer ses calories, ses micronutriments, son hydratation, ses fibres, tout ce que vous voulez imaginer, c'est présent dans l'application, c'est abusé.
Donc ce qui est cool, c'est que je l'ai connecté à Garmin directement, donc elle me récupère ma dépense. Donc le métabolisme de base, les activités physiques qu'on rajoute, et du coup le métabolisme même total parce qu'elle rajoute les steps. Et on voit que là, elle estime à la fin de ma journée la dépense calorique à 3856 calories. À différence des autres applications, le chronomètre elle intègre l'effet thermique des aliments, le ETA. Donc là, j'ai pas encore beaucoup mangé aujourd'hui, mais globalement, vous allez vous rendre compte que ça représente presque 10% du métabolisme total, c'est-à-dire que quand je mangeais 4000 calories, et ben j'avais 400 calories juste pour digérer mes aliments. Surtout que quand tu manges pas trop transformé avec pas mal de fibres, bah tu dépenses des calories pour digérer ton repas. Donc j'ai pu rentrer mes objectifs. Actuellement donc 200 grammes de protéines, 470 de glucides, 80 de lipides, pour un total de 3400. Comme je disais précédemment, si demain je vois que je ne perds plus de poids, et ben je vais baisser encore mes glucides, certainement un tout petit peu mes protéines parce que 200 ça commence à faire beaucoup. Normalement on est aux alentours des 2,2 2,5 grand maximum de protéines par kilo de poids de corps pour préserver la masse musculaire pendant la sèche, pour essayer de s'assurer de ne perdre que du gras et pas trop de masse musculaire. Et donc après, bah voilà, vous rentrez. Ce matin, j'ai mangé 150 grammes de pain complet, un demi-avocat et un skyr. Et puis c'est hyper facile. J'ai aussi rentré mes compléments alimentaires. Je prends de la créatine, l'oméga 3, vitamine D, rien d'autre. De temps en temps de la whey quand j'arrive pas à finir mes protéines. Et du coup, bah après, vous avez aussi la moyenne à la semaine, les 7 derniers jours. Vous pouvez voir la dépense moyenne, les calories consommées. Bah aujourd'hui, c'est faussé parce que aujourd'hui, j'ai pas rempli mes datas. Et on voit que j'ai atteint à peu près mon quota tout le temps. Vous pouvez voir, est-ce que je remplis mon quota de vitamines, minéraux, électrolytes, antioxydants. Donc ouais, il y a un petit peu de boulot sur certaines vitamines. C'est pas parfait, mais on essaie de faire au mieux. Si on commence à tout regarder, on devient fou. Mais tant que tu manges plein de couleurs, tant que tu manges un peu varié, normalement, ça se passe bien. Voilà, donc là je rentre de la salle, ça va me faire à peu près 11-12 000 pas faits aujourd'hui. Je ressortirai pour faire des courses. Je conclue cette vidéo en disant que on n'est pas obligé de faire une sèche et d'arriver à des calories hyper basses. Je pense qu'on peut vraiment optimiser ça en jouant sur ses apports, en jouant sur sa dépense, en jouant sur le suivi de ses données. Moi honnêtement, je pense pas descendre sous les 2400 kcal par jour. Déjà ça me paraît super bas, on verra comment je réagis d'ici là. Je préférerais augmenter ma dépense à ce moment-là que baisser mes apports. Il faut vraiment se rendre compte que si quelqu'un un jour vous dit de manger moins que votre métabolisme de base, il faut fuir, c'est dangereux. Le métabolisme de base, c'est ce qui vous maintient en vie, c'est les calories que votre corps dépense juste pour passer une journée, même allongé dans un lit. C'est-à-dire que pour respirer, pour que votre cœur batte, pour digérer, pour faire fonctionner votre système hormonal, votre corps il dépense des calories. Et ça c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Moi, il est autour des 1800 kcal par jour. Jamais de ma vie, je descendrai sous ces 1800 calories. Ça n'a aucun sens et c'est dangereux pour la santé. Donc prenez soin de vous, faites-vous entourer. Écoutez des vidéos de qualité avec des influenceurs qui vous veulent du bien et pas des gens dangereux qui vont vous créer des troubles du comportement alimentaire. Allez, ciao. Je vous laisse avec un petit posing.